Les Milwaukee Bucks sont champions NBA 2020-2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode qui vient un petit peu conclure notre séquence marathon où on est revenu sur tous les épisodes de ces finales qui se sont donc conclues par le sacre des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. Pour ce faire, on avait déjà été 2, 3, cette fois-ci 4 cerises sur le gâteau, la quasi-totalité de l'équipe. On salue Adrien et Alan. Vous pouvez donc deviner que j'ai avec moi ce soir Madiane. Comment ça va, Madiane ? Eh ben, ça va très bien, très satisfait de la conclusion et de la qualité, peut-être pas terrain, mais émotionnelle de ces finales. On a aussi avec nous les finales, il va peut-être y penser avec son nouveau joyau, Kate Cunningham, c'est Ilias. Je m'avance peut-être pour parler de finale déjà. Effectivement, tu t'avances même beaucoup. Donc, ouais, mais très, très content de vous retrouver, les gars. Et là, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus sérieux. Les finales, c'est sympa, mais quand même, la draft, quand on a le premier choix, ça me semble un peu plus important. Et puis, vous l'avez deviné, j'ai cité toute l'équipe, à l'exception d'un de ses membres, c'est Tom. Comment ça va, Tom ? Très bien. Heureux de vous retrouver du coup pour débriefer un peu cette fin de saison, pour débriefer ces playoffs et puis pour parler aussi de l'avenir. C'est vrai, parce qu'on va faire tout ça aujourd'hui. On a décidé de tirer 3 leçons de ces playoffs et surtout de cette victoire des Bucks. On va commencer par la fameuse Legacy, la légende. Et on va se demander ce que ça change pour Giannis, mais aussi pour Chris Paul, ce titre. Puis on va aussi essayer de comprendre à quel point il y a un peu de chance dans ce titre qui se joue parfois à quelques pointures de Kevin Durant. On parlera aussi, on discutera de Milwaukee. Est-ce que ça a été porté ces derniers jours comme un exemple de réussite pour un petit marché ? On va se demander si c'est vraiment vecteur d'espoir, cette victoire des Bucks, et si c'est pas un peu plus une exception que la règle. Et puis on se demandera aussi, est-ce que ces playoffs ne voient pas l'avènement d'une nouvelle génération, on pensera à des Trae Young, etc., qui ont un peu éliminé ces playoffs. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast. On peut penser à Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. La plateforme, c'est pas très important. Tant que vous vous abonnez, c'est super important pour nous, donc merci. Et puis sur YouTube aussi, si vous voulez voir la magnifique casquette d'Ilias, c'est là où il faut se rendre. Nous, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour discuter de ce titre des Bucks. Alors, je vous propose, les gars, de partir sur la performance de Giannis et de pas vraiment revenir sur ce match 6. Alors, on va s'excuser, ça sort un petit peu de notre cadre habituel, mais pour vous faire un peu rentrer dans les coulisses de l'émission, pendant le match 6, la première mi-temps était tellement difficile à regarder, difficile à digérer, qu'on en est arrivé à parler de Pop Smoke, Bad Bunny et de K-pop. Donc, je pense que ça témoigne un peu de la qualité du premier match. De ce match 6. Dans ce match 6, on a vu Giannis marquer 50 points, 6e performance de l'histoire au scoring, égaler le record de Bob Petit qui datait de 1958 sur un match coup près. Madiane, une performance historique de Giannis pour conclure des finales qui ont été XXL pour lui. Oui, du coup, un dernier match en forme de cerise sur le gâteau parce qu'il a fait une série immense, Giannis, de bout en bout. Là où en plus je lui râlais dessus sur les lancers francs et le fait que 50% au lancer c'était pas suffisant pour une campagne de playoff, là il nous a montré qu'il était capable, il met 16 sur 18 il me semble, quelque chose comme ça, en tout cas il en loupe 17 sur 19, il en loupe que 2, donc c'était parfait. Donc il met 50 points et en plus si on se penche sur l'ensemble de la série, 35,2 points de moyenne, c'est également historique parce que c'est la 11e meilleure performance au scoring. C'est pas quelque chose que tu attends forcément de Giannis, tu sais qu'il va mettre des points, mais c'est pas non plus un scoreur ultime comme un Iverson qui est juste devant lui ou un Kevin Durant dont c'est un des gros apports. Donc je trouve aussi que c'est extrêmement intéressant et ça en dit long sur la grande qualité de sa série, à la fois offensivement et puis défensivement. Il a apporté ce qu'on attendait de lui et c'était vraiment élite. Comme l'a bien rappelé Ilias, 16 sur 25, 17 sur 19 au lancer franc, 50 points, il ne faut pas oublier 14 rebonds, 5 blocs. Allez, les comptes qu'il met.
On est vraiment sur une perf incroyable. Je vais te laisser. On le sait, Ilias, c'est un peu notre caution historique dans ce podcast. T'as pensé quoi de cette performance de Giannis, comme l'a dit Madiane, voilà, qui est historique, pas seulement sur ce match 6, hein, mais sur l'ensemble de ces finales. Bah, le sentiment que j'ai quand je vois en fait une performance de cet Maccabi se mettre petit à petit en place dans un match de finale, c'est que bien souvent, sans forcément avoir un parti pris au préalable, tu as tendance en fait à vouloir que l'équipe du joueur qui fait cette perf aille au bout, de manière à ce que ce soit véritablement marquant. C'est la raison pour laquelle on a énormément rigolé et à la fois souffert en fait de la perf de LeBron il y a quelques années, quand George Hill rate ses lancers francs et que J.R. Smith fait cette connerie en fin de match lors du game 1 des finales face aux Warriors. T'as mal en fait pour le type. Là, l'avantage, c'est que Giannis était certes face à une opposition moins importante, et en plus, il avait des relais de qualité à ses côtés qui lui ont permis de conclure. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi la grandeur de ce match, c'est que c'est pas non plus une perf qui va partir un petit peu dans le vent. C'est une perf qui est véritablement marquante et qui vient en fait asseoir, et on le verra peut-être un petit peu plus tard, peut-être une passation de pouvoir, même si on est un peu prisonnier de l'instant. Mais ce qui est certain, c'est que on a des performances statistiques qui sont incroyables, mais je crois qu'il faudra aussi en parler, même si c'est suffisamment reconnu jusque-là. Moi, c'est plus le travail d'ensemble de Giannis, c'est pas que offensif qui m'a marqué pendant ces playoffs et cette finale. On se rend peut-être pas assez compte en fait du monstre défensif que c'est, et au-delà de sa perf de ce match-là, j'ai aussi en tête son contre il y a 2 matchs en arrière qui était aussi monumental et qui restera peut-être comme l'image symbole de ces finales. C'est vrai que Tom, performance historique sur le match 6, dunk incroyable sur cette interception de Jrue Holiday, compte dans le match 4, 40 points avant. Enfin, c'est quand même une finale dont on se souviendra. Et ça, on en avait un peu peur avant le début de cette finale, faut être honnête. On avait un peu peur que ce soit une finale pas au rabais, mais peut-être pas une affiche incroyable. Et là, on a été servi. Ouais, bah, ce qui est encore plus impressionnant là-dedans, c'est que, il y a 3 semaines, on pensait que sa saison était terminée, en fait, Giannis. On pensait que sa saison était terminée, et puis il est revenu. C'est vrai qu'on l'a senti un petit peu emprunté sur les 2 premiers matchs. Même, sur le second match, on a vu que ça commençait à aller mieux, et après, ils ont gagné 4 de suite, quoi. Et là, on a vu clairement la différence entre avoir le meilleur joueur de la série de très loin et quelques joueurs qui étaient capables, en fait, de se hisser au niveau des 2e, voire 3e meilleurs joueurs de la série par séquence. Et c'est exceptionnel en fait ce qu'on peut réaliser les Bucks. Donc Giannis, il est pour beaucoup, sa performance est exceptionnelle, hein. Faut pas se leurrer. Alors oui, si on parle des meilleures performances cette année en playoff, on va penser à Kevin Durant, on va penser à ce qu'a fait Luka Doncic sur le premier tour, on va aussi penser à ce qu'a pu faire un gars comme Kawhi. Mais ce qu'a réalisé Giannis depuis les finales de conférence et arriver en finale NBA au plus haut niveau comme ça, c'est totalement exceptionnel en fait. C'est quelqu'un qui rentre vraiment, il rentre vraiment de bon pied dans l'histoire, et puis il a que 26 ans, quoi. C'est ça, hein, que 26 ans, la stat a pas mal tourné. Giannis n'a donc pas encore 27 ans, il est déjà 5 fois All-Star, 5 fois All-NBA, 2 fois MVP, 1 fois MVP des finales, 1 fois défenseur de l'année. Et si j'ai décidé de finir avec défenseur de l'année, c'est pour revenir vers toi, Elias, avant de redonner la parole à Madiane. Tu as insisté sur le fait que la performance de Giannis sur ces finales, c'est pas seulement une domination offensive, hein, quand même 3 matchs à plus de 40 points, ça classe dont le premier match à 20 et quelques points où on avait l'impression qu'il était peut-être pas à 100%, mais c'est aussi une domination défensive dans ces playoffs. C'est ça, incroyable. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus en fait chez ce joueur, c'est justement la combinaison physique, taille et vitesse de déplacement. Un mec comme Anthony Davis, qui reste un défenseur élite dans cette ligue, il est capable de switcher et de défendre sur à peu près n'importe quel type de joueur, mais je pense qu'il a pas en fait la vitesse de déplacement et de réactivité entre guillemets de Giannis, parce que le contre qu'il met, je me demande en fait si c'est pas le contre sur Ayton, hein, sur le alley-oop, je me demande si c'est pas le seul joueur de la ligue capable de le faire en fait. J'arrive pas à trouver en fait cette combinaison de joueurs
dans la ligue actuelle et peut-être même dans une histoire récente de la NBA, preuve que voilà la ligue se développe toujours un peu plus, que les physiques sont de plus impressionnants, que tu partes des meneurs jusqu'au poste 5 et voir en fait un joueur de sa taille combiner autant de qualité, de vitesse et de physique, c'est juste impressionnant. Et je pense que aujourd'hui, avec ce titre, même s'il y a eu des circonstances favorables, ça va venir aussi lui donner le respect qu'il mérite en tant que joueur, un joueur qui est assez clivant, qui a effectivement pas mal de défauts en attaque, mais qui sont, je pense, aussi largement compensés et même surcompensés par ce qu'il peut produire de l'autre côté du terrain. Je vous disais en préambule lors de notre petite préparation que il souffrait un peu d'un délit de sale jeu. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à se focaliser sur les qualités offensives des joueurs actuels, notamment Harden qui par exemple quand il parle de Giannis ne se focalise que sur ce qu'il peut apporter en attaque, alors que ce qu'il va apporter en défense est peut-être tout autant élite, voire plus que ce qu'il apporte. Ce qu'il apporte en défense, c'est tout autant élite, voire plus que ce qu'il apporte en attaque. Effectivement, c'est un point qu'on avait abordé avec Tom durant ces finales. Effectivement, c'est l'aspect esthétique, ou en tout cas non esthétique du jeu de Giannis qui est trop souvent pénalisé, alors que là, on est plus sur un domaine de domination. Et en l'occurrence, dans cette domination-là, il a été exceptionnel pour, comme le rappelait Tom, un joueur qui, si on se rappelle des previews des finales, on n'est même pas sûr qu'il joue. Enfin, on anticipe un retour, match 2, match 3, et il est MVP des finales sans débat possible. Désolé, CJ McCollum. Je vais te relancer, Madiane, et on va peut-être parler du coup de l'impact de ce que ça a pour Giannis. Alors, on mêlera un peu plus tard la discussion petit marché, mais l'impact pour la carrière de Giannis, qui, on le rappelle, avait déjà signé son 3e contrat avant le début de la saison chez ses Bucks. Pour moi, c'est extrêmement important et on a beau le dire, la bague a quand même tendance, avec le MVP des finales, à te tamponner dans les livres d'histoire. Je prends par exemple l'énormité qu'a été Patrick Ewing et il est tombé sur Jordan. La seule année où il a pu, John Starks a trollé un Game 7, il n'a pas eu sa bague et finalement, est-ce qu'on s'en souvient comme un des tout meilleurs pivots de cette ligue? Pas tant. Et limite, je vois certaines personnes plus me parler de Ben Wallace. Alors que Ewing est un monstre. Robinson, qui est pareil, a souvent échoué et qui a finalement gagné son titre sur le dos de Tim Duncan. Bon, il a participé, mais sans Duncan, il l'aurait pas eu. Pareil, on a tendance à le voir moins fort qu'il était, alors que en termes de combinaison athlétique, tout ce qu'il pouvait faire sur un terrain, etc., Robinson, c'est un sacré monstre. Donc pour moi, dans les livres d'histoire, la bague, le MVP des finales, c'est quelque chose. Et c'est aussi quelque chose que sont allés chercher à la fois LeBron et KD. Quand LeBron part à Miami, c'est aussi qu'il se dit qu'il doit tamponner sa bague et qu'il en a besoin. Et quand KD part aux Warriors, c'est il n'a pas sa bague et il en a aussi besoin. Et c'est aussi des choses vers lesquelles les superstars ont envie de tendre parce qu'elles savent que sans cette bague, elles ne pourront pas valider. Giannis a fait un choix extrêmement risqué. Il avait déjà signé son contrat et on trouvait ça limite dommage qu'il ne s'associe pas, par exemple, avec un Doncic à Dallas, ce qui est une occasion extrêmement manquée. Et ben justement, il a eu sa bague tout seul dans la franchise qu'il a draftée et rien qu'avec ça et la performance qu'il a accomplie en finale, il s'est assuré une place de choix dans les livres d'histoire. Doucement sur le tout seul. Hein. Ouais. tout seul, non, mais on se comprend. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. Tu joues un jeu dangereux, la Madiane. Effectivement, mais c'est vrai. Si tu vas dans ce sens-là, KD était le meilleur joueur du monstre à 4 têtes des Warriors. Mais ce n'était pas sur le même contexte. Disons que ce n'est pas sur lui qu'était centré le jeu des Warriors avant. Il arrive dans une équipe. On en discutera de KD. C'est un cas à part. Je pense que ça mérite un podcast. La situation de KD, c'est un podcast. Et ce qui est surtout intéressant, tu parlais de la marque que ça laisse, Madiane, c'est une marque que se sont un petit peu appropriés 2-3 joueurs depuis le début de la décennie. Quand on regarde dans cette décennie-là, depuis 2011, on va dire, depuis le titre de Dirk Nowitzki, LeBron James a 4 MVP des finales, Kevin Durant en a 2,
Kawhi Leonard en a 2. Donc, t'en laisses un petit pour André Iguodala, qui est constamment remis en question, même si, bref, on va pas remettre le débat. Donc, et qui est aussi un ailier. Qui est aussi un ailier. Donc, on reste dans les mêmes thèmes. Là où, quand tu regardes les années 2000, t'as eu du Chauncey Billups, du Dwayne Wade, t'as eu du Paul Pierce, etc. Donc, c'est assez différent. Je vais te relancer, Tom, du coup, sur ce débat de la legacy de Giannis. Je finirai sur ce point-là parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est tellement symptomatique encore une fois, Giannis n'a pas, entre guillemets, certaines réussites. On continuerait les mêmes critiques dont a parlé Ilias, elles continueraient d'être mises en avant sur Giannis. Donc en fait, le trophée change tout. Mais je te laisse continuer, Tom. Bah, c'est ça. Après, c'est une question, entre guillemets, une question d'héritage. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe, hein, pour les grands joueurs. On aura toujours tendance à les comparer à leur père. Et les temps de passage sur certains marqueurs, au même titre que, par exemple, dans la vie, tu as certaines personnes qui vont cocher, entre guillemets, des cases à certains endroits. C'est de la même façon que dans ta carrière de basketteur, on va t'attendre quand tu as atteint un certain niveau. Par exemple, quand tu as atteint le niveau de MVP, on va t'attendre en playoff. On va t'attendre. Et ce qui est beau, en fait, avec Giannis, c'est qu'en fait, il a eu les échecs, entre guillemets, auparavant, tout comme Budenholzer. Hein. C'est que malgré son jeune âge, il a quand même eu des échecs en play-off alors qu'il était favori, qu'il était Goliath. L'an dernier, ils sortent par la petite porte. Juste avant, ils perdent 4 matchs de suite face au Toronto de Kawhi Leonard, donc ils sortent aussi par la petite porte. Et là, on n'est pas sur le niveau quand même de Nowitzki, qui était déjà quand même plus âgé et qui, comment dire, il était plus âgé et il avait quand même eu la déception de sortir au premier tour après avoir été MVP, quoi. On lui a tendu son trophée de MVP alors qu'il était en vacances, le gars. Donc, il n'y avait pas ce marqueur-là, mais on sentait que quand même c'était quelque chose d'attendu. Et puis, faut pas se leurrer. Giannis, c'est vraiment aujourd'hui le nice guy. C'est un peu le Kevin Durant avant que Kevin Durant devienne le vilain. Tu vois, c'est un peu le nice guy de la ligue, auquel tout le monde veut se rattacher, tout le monde veut prendre comme exemple parce qu'il a un parcours particulier. Il y a un énorme storytelling autour de Giannis qui va au-delà même de son simple niveau de joueur. C'est tout ce qu'il représente, et le fait qu'il arrive à gagner dans une franchise comme Milwaukee, c'est un peu c'est comme si tu vois, LeBron, il avait gagné le titre à Cleveland avant de partir à Miami, quoi. Je sais qu'on parle de legacy, etc. J'ai lancé Madiane, j'ai lancé Tom, je suis obligé, Ilias, de te lancer. Donc, on a beaucoup glosé sur sa performance en finale. Qu'est-ce qu'on dit de cela au niveau du CV? Alors, il y a eu plein de stats qui ont été donnés. Hein. On peut aussi parler du fait que des joueurs MVP des finales si jeunes et MVP, c'est du jamais vu au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça sur ce que devient Giannis Antetokounmpo? Déjà, il y a une certitude, c'est que combiner le titre NBA avec le trophée de MVP des Finals, déjà ça te fait faire un bond assez considérable dans la hiérarchie, chose par exemple que n'a pas pu encore faire Steph Curry. Donc c'est dire si c'est marquant et impactant, parce que on pourra dire ce que l'on veut évidemment de la carrière de Curry, mais il n'a pas validé cette petite case en tant que leader de son équipe, qui est le fait d'être, en fait, on peut discuter autant qu'on veut autour du fait de l'avoir attribué à Iguodala, mais c'est aussi Curry qui a permis à Iguodala de se frayer un chemin vers ce trophée de MVP. Au bout d'un moment, il faut que tu sois en fait indiscutable, comme a pu l'être LeBron, comme Jordan en son temps, comme quand Shaq partageait la feuille par exemple avec Kobe. Il y avait un joueur qui était en avant et qui raflait tous les titres de MVP. Là, il fait les deux. Donc déjà, le bond, il est considérable. Il le fait dans une franchise dans laquelle il est resté, même si je trouve un petit peu surcoté et galvaudé le fait qu'on revienne sur le fait qu'il ait choisi le hard way, le chemin le plus complexe. Ça a quand même été déterminé par énormément de facteurs, on va dire, allant dans son sens. Mais moi, plus que de ce qui vient de se passer à l'instant, j'ai envie de parler de son run depuis 3 ans. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, Ben, le mec vient quand même d'enchaîner 3 années où à chaque fois, il vient mettre la main sur des trophées qui sont considérables. Trophée de MVP, défenseur de l'année, titre NBA, MVP des Finals. Quand tu as en fait
un run comme ça sur 3 années, bah forcément, bah quand t'es des joueurs comme des grands joueurs à son poste, hein, quand t'es des joueurs comme Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Barclay, Malone et ce type de joueur, bah forcément, bah tu regardes le joueur et tu te dis forcément, bah il a quand même peut-être fait quelque chose que nous on a loupé. Mais clairement, bah, juste simplement pour rebondir là-dessus, Ilias, quand tu prends les joueurs qui ont été MVP de la ligue, qui ont été défenseurs de l'année et qui ont aussi été champions NBA et ont gagné le titre d'MVP des finales, il n'y en a que 3. Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et Giannis Antetokounmpo. Le tout, hein. Non, Kawhi n'est pas MVP, ans. C'est vrai. Ouais. Non. Je voulais du coup rebondir sur ça, c'est vrai par rapport à ce qu'a dit Ilias, le MVP des finales, en l'occurrence, surtout, la plupart du temps, moi depuis que je regarde la NBA, à l'exception de cette année avec Iguodala, en réalité, il n'y a jamais trop de débat. Il y a toujours une tête de gondole qui sort. C'est une exception 2015 où on a cette question, est-ce qu'on le donne pas à LeBron parce qu'il fait... Ouais. Mais autrement, il y a jamais trop de débat. En fait, le meilleur joueur de l'équipe championne le gagne, et bien souvent, dans les dernières années, on a vu qu'il y avait vraiment une grosse différence au niveau de à qui on allait le donner. C'est très intéressant, tu as parlé de cette fameuse hard way. Il y a ce que moi j'adore. Franchement, je surkiffe cette idée de chemin plus difficile. Et tu as parlé aussi du fait qu'il y ait beaucoup de facteurs. Alors moi, je vous ai dit en préparation, j'aimerais bien qu'on parle du facteur chance. Parce que j'ai l'impression que ça, je trouve que c'est... je ne vais pas partir dans des considérations en basket, mais déjà, c'est très limite américain, c'est-à-dire que le seul facteur qui serait déterminant, c'est ton travail, c'est à quel point tu serais allé fort et dur, alors qu'en réalité, on sait qu'il y a des facteurs totalement chance, la blessure ailleurs, etc. T'en penses quoi de ce facteur chance, Madiane, pour aller au titre? Parce que j'ai toujours l'impression que chaque année, on trouve un moyen de un peu dévaloriser la bague de tel ou tel joueur, alors que honnêtement, on pourrait retracer ce chemin pour tous les joueurs et on retrouverait chaque année pour le MVP des finales ou l'équipe championne des éléments qui sont allés dans sa faveur. Et c'est le cas en fait. L'an dernier, on parlait de la bague de la bulle, elle vaut rien, c'est la Mickey Mouse Ring. Sur le Twitter américain, c'est un carnage. La 2019, pareil, les Toronto Raptors, si KD se blesse pas, et ben voilà. Tu reviens en 2018, la cuisse de Chris Paul, du coup, peut-être que les Warriors y méritent pas finalement. En 2017, la blessure de Kawhi Leonard en finale de conférence. On peut revenir du coup en 2016, la suspension de Draymond Green, 2015. Blessure de Kyrie, blessure de Kevin Love, Della Vedova à l'hôpital, 2014, la blessure d'Ibaka pour les finales de conférence, dédicace à Pierre qui en parle tout le temps. Désolé, tout le temps, chaque année, évidemment, chaque champion a eu un moment, un coup de chance. Mais en fait, finalement, pour moi, être champion, c'est avoir l'effectif dans la bonne position, dans le bon équilibre pour aller essayer de gagner ce titre. Mais si tu n'as pas le facteur réussite, tu n'y arriveras pas. Pour moi, il y a quasiment qu'une chance. Et même des runs, une équipe aussi forte que les Warriors, avec Kevin Durant, etc., ils n'ont pas fait de repeat, parce qu'à un moment, le facteur chance, il a tourné en leur défaveur et c'était fini. Il suffit de pas grand-chose pour louper un titre. Donc pour moi, faut pas galvauder parce que quoi qu'il arrive, toute équipe championne, à un moment ou à un autre, a eu de la chance. C'est quasiment impossible de ne pas en avoir. Regardons chaque année, c'est quasi impossible. Est-ce que la petite différence, elle n'est pas, les gars, que on a vu durant ces playoffs une équipe qu'on aurait pu juger sur l'aspect plus forte que ces Bucks? Est-ce qu'elle n'est pas là la différence vis-à-vis d'autres années où tu peux dire que telle ou telle équipe ont eu de la réussite, mais on n'a jamais vu une série où tu t'es dit « Ah, mais en fait, cette équipe A, elle est moins forte que l'équipe B », là où les gens comprennent que je fais référence aux Nets, où on a vu, pendant une série, on s'est dit « Ok, les Nets sont meilleurs qu'eux ». Est-ce que c'est pas ça aussi, Tom, je te vois dodeliner et acquiescer, est-ce que c'est pas ça qui fait un petit peu la différence? Encore une fois, on a le droit de dire, d'un côté, ces Bucks méritent leur titre, et de l'autre, de dire, comme tout champion, ils ont eu un peu de réussite. Les Bucks, quand tu regardes vraiment, quand tu prends tout le parcours, en fait, les Bucks, c'est vraiment une équipe qui a eu un parcours un peu sinusoïdal dans ses performances. C'est-à-dire qu'ils ont commencé très fort avec Miami. Ils ont été, c'était une grosse surprise, du coup, qu'ils les sweep. Ensuite, ils ont été un peu décevants face aux Nets et, on les a trouvés un peu chanceux. Ensuite, ils ont été
ils ont été à leur niveau et après un peu décevants à un moment dans la série face aux Bucks, face aux Hawks, pardon, face aux Hawks. Et ensuite, ils ont pu survoler les débats dans cette finale de conférence, dans cette finale NBA. Et du coup, moi, ce qui me questionne, en fait, c'est que je pense que plus que la force des Bucks, les gens auront peut-être tendance à remettre en question le niveau réel des Suns par rapport à leurs prestations en finale NBA, puisque les Suns ont eu beaucoup de blessures qui sont allées pour eux et contre en leur faveur par rapport à leur adversaire. Et plus que du coup donner de la gratification aux Bucks, j'ai l'impression que certes on les a vus vacillants, mais qu'on va remettre en question le niveau des Suns pour entre guillemets enlever de la légitimité aux Bucks. Ce qu'on pourrait faire aussi par ricochet pour les Hawks qui sont pas l'équipe, t'es pas censé, enfin, quand tu regardes historiquement, t'es peut-être censé jouer une équipe un peu plus forte que les Hawks en finale de conf. Ilias, je t'ai vu acquiescer tout du long et à la fin, faire un petit... Ah, je suis pas sûr. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup focalisé sur les Bucks depuis le début du podcast, c'est normal, c'est eux les champions. Mais il y a un truc sur lequel Tom a insisté, c'est que je pense que l'alignement des planètes et le facteur chance, il a été encore plus considérable en fait de l'autre côté de la conférence, donc à l'ouest, pour des Suns qui, certes, ont fait une très belle saison régulière. En fait, ils étaient vraiment dans la continuité de leur bulle. Ils ont pris le risque de prendre Chris Paul et ça s'est avéré payant. Et d'ailleurs, on reviendra aussi peut-être après par la suite sur le facteur prise de risque. Et en fait, tu t'aperçois que évidemment, la saison des Bucks aurait pu s'arrêter si Kyrie Irving ne se blessait pas. Les Nets étaient très, 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 très largement au-dessus quand ils avaient encore ce monstre à deux têtes. Harden ne jouait même pas. Ils ont précipité son retour parce que les circonstances le demandaient. Mais les Suns, ils font leur travail, ils finissent deuxième à l'Ouest. Résultat, suite aux différentes blessures que les Lakers ont subies, ils affrontent Los Angeles au premier tour. Il y a autre chose dont on se rappelle peut-être pas, mais les Lakers mènent 2-1. Ouais. Et au match 4, ils sont devant au match 4 et Heidi se blesse. Exactement. Au match 4, ils sont à plus 15 en première mi-temps avant que... les Suns sont à moins 15 en première mi-temps avant que Heidi se blesse. Et... Enfin, je suis navré. Je pense que si les Lakers restent dans cette conception... Ils sortent les Bucks, enfin les Suns, et ils vont peut-être même certainement un petit peu plus loin dans les playoffs. On se rend pas compte, mais les Lakers ont été également privés de KCP. Donc tu as encore une option de moins pour aller freiner Booker. Et ensuite tu affrontes les Nuggets sans Jamal Murray, mais je pense que même avec Murray, à la rigueur, tu les battais. Et après, forcément, tu affrontes des Clippers qui t'ont mis dans les pires difficultés sans Kawhi Leonard. Donc évidemment, le facteur chance a été présent pour les Bucks, mais alors que dire des Suns? En fait, il y avait une fenêtre de tir dont il fallait profiter, et c'est les Bucks qui ont su en tirer conclusion. Mais je tiens à revenir aussi sur l'aspect un peu historique des choses. C'est quand même quelque chose qui est récent. On a eu des petits faits marquants comme ça dans l'histoire, où par exemple nous les Pistons en 89, après une finale qu'on a perdue de manière assez délicate avec une blessure d'Isaiah Thomas, en fin de série, en finale contre les Lakers, on les affronte l'année d'après sans Abdul-Jabbar avec un Magic Johnson blessé, comme quoi ça peut tourner. Mais après, pendant toute la période de 90, c'était beaucoup moins évident. On n'a pas eu des cas similaires à celui-ci, et c'est aussi la raison pour laquelle il faudra peut-être revenir sur le côté physique en fait de ce qui exige maintenant la NBA, parce que c'est devenu très éreintant et très usant pour les joueurs. Parce que c'est pas aussi la conséquence d'équipes, c'est beaucoup plus étriqué. C'est-à-dire que là, quand on faisait notre classement des meilleures équipes des playoffs, on se rend compte que une blessure, les équipes sont tellement surarmées qu'une blessure du 3 au 4e joueur peut te faire passer de la meilleure équipe à la 3e équipe, parce que la marge est tellement fine entre les équipes. Mais c'est vrai, il y a beaucoup ce facteur chance. Et moi, je vais revenir vers toi, Madiane, vis-à-vis d'une conversation qu'on a eue cette semaine vis-à-vis du beau champion, parce que si on élargit un petit peu le débat, on a eu un débat au sein de notre conversation WhatsApp, voilà, comme un petit peu notre président, on utilise aussi WhatsApp, et du coup on a eu un débat sur le beau champion.
Et alors, toi et moi, on n'était pas du tout d'accord sur cette notion. Donc, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu considères comme les beaux champions? Et tu nous as dit que la notion d'adversité, elle est centrale, selon toi. Oui, pour moi, il y a une notion d'adversité. En fait, je trouve que le champion est moins beau quand c'est les Lakers qui gagnent 4-0 la quasi-intégralité de leur série dans les années 2000 avec le Shaq. Je trouve ils sont plus forts. Ils sont nettement plus forts que la concurrence, mais du coup, je trouve que le champion, au bout du compte, bah t'es là, ouais, c'était évident, et il a fallu quand même un Iverson, par exemple, de légende, avec une perf all-time, pour leur prendre un match. Ils étaient au-dessus, largement au-dessus. Le seul des playoffs. Ouais, c'est le seul qui perdent. Et ils auraient pu faire un perfect run. Moi, je trouve que les Warriors de 2017 sont incroyablement forts. Mais bon, au final, quel a été enfin, est-ce qu'on s'est pas un peu embêté? Et d'ailleurs, ça a été jugé comme les playoffs les plus chiantes parce qu'on avait à la fois les Warriors ultra forts, les Cavs ultra forts, mais qui pouvaient même pas gagner. C'est-à-dire que les Cavs étaient ultra forts à l'Est. On balayait l'Est, mais il n'y avait pas de match. Ils ont gagné un match. Non, mais avec une perf all-time. Et moi, avec je 24 points. 24 points. Enfin, voilà. Enfin, moi, je trouve que le champion est beaucoup plus beau quand ils sont menés 2-0 deux fois et qu'ils remontent deux séries. Est-ce que Madiane, tu t'en viens pas à totalement dévaloriser la domination? C'est-à-dire que si une équipe domine, si une équipe est tellement forte qu'elle n'a pas d'adversité, pourquoi par conséquence, cette équipe-là serait une moins bonne. Cette équipe-là serait considérée comme un moins bon champion. Non, moins beau, pas moins bon. On parle non, de mais beauté. moins beau. Moi, je trouve ça beau, en fait, une domination comme celle des Warriors où tu sais que c'est un niveau de basket totalement surréaliste. Tu sais que tu peux même pas les toucher alors que c'est LeBron James armé comme jamais. Ils ne peuvent pas les toucher. Il y a pas un petit peu de beauté là-dedans pour toi? Alors, je trouve que le jeu est beau. Je trouve que niveau basket, c'est très beau. Ok, mais est-ce que c'est un beau champion? Non, parce que finalement, t'as pas l'impression qu'ils sont allés le chercher avec leur trip. Et moi, c'est très personnel, hein, un beau champion. Mais pour moi, il y a quand même cette notion-là de ok, t'es au-dessus, t'es dominant, et je suis le premier à reconnaître que les Lakers des années 2000 ou les Warriors de 2017 sont incroyables. Mais quand il n'y a pas de match, il n'y a pas de match. Enfin, c'est juste pas beau à regarder, et faut regarder rétrospectivement. Les playoffs de 2017 ont été jugés très chiants dans leur globalité parce qu'il y avait deux équipes. On savait qu'elles allaient se retrouver en finale. Elles ont tout écrasé sur le chemin et on n'a même pas eu le droit à des finales un peu accrochées. C'était naze à regarder. Alors, je suis obligé de lancer Tom j'ai jamais vu Tom avec autant de réactions. Ça fait 5 ans que je fais du podcast, j'ai jamais vu Tom comme ça. Alors, Tom, vas-y, lâche-toi. Non, enfin, moi, je suis pas d'accord. Je comprends ce que Madiane veut dire, c'est-à-dire que il va se dire à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Sauf que faut gagner d'une telle façon, avec une telle marge, quand tu es attendu, c'est pas évident. Et puis, il faut mettre aussi en perspective le côté basket. Enfin, moi, là où je suis vraiment pas d'accord, c'est le côté Warriors 2017. Moi, c'est la première fois que je voyais du basket comme ça. C'était magnifique. Alors mais oui, il y avait le côté de domination, mais enfin, j'ai le souvenir de cette équipe-là qui allait jouer un match à Denver. Je crois qu'ils leur mettent genre 70 points, je crois, en 15 minutes. Non, mais il y avait les troisièmes cartons de cette équipe. C'est tu revenais du vestiaire, tu dis, c'est accroché. Ah bah non, t'as pris 20 poinds dans la tête et il y a garbage time. Restons sur le beau champion, mais je sais qu'on... C'est ça, justement, c'est ça. Moi c'est vraiment là où je suis pas d'accord, dans le sens où la domination, ça fait partie du sport. Et si tu construis ton équipe pour être meilleur que les autres et pour écraser les autres, pour moi, c'est logique que tu le fasses. Et même si c'est plus ennuyeux, entre guillemets, parce qu'il y a moins de compétition et il y a moins de, on va dire, il y a moins de bataille et que ça a l'air plus facile, c'est pas parce que ça a l'air plus facile que ça l'est vraiment. Ilias, tu vas trancher cette question. Moi, je suis aussi un amateur de cinéma, les gars. Il me faut du storytelling. Il me faut quand même un minimum de suspense. Il faut quelque chose qui puisse m'accrocher. J'ai besoin, vous me connaissez, voilà, en tant que
historien. Non, je suis pas un historien. C'est juste que voilà, j'aime le jeu et l'histoire du jeu, et je préfère quand il y a de la dramaturgie, quand il y a une histoire à raconter. Qu'est-ce que tu veux dire sur les Lakers des années 2000 ou sur les Celtics des années 60 ou sur les Warriors récents, si ce n'est qu'ils sont juste trop forts parce qu'ils ont réussi à combiner les meilleurs joueurs de leur époque en faisant en sorte qu'ils deviennent inarrêtables. Ok, effectivement, tu peux te dire que les mecs ont dominé, que ce sont des dynasties comme celle de Jordan, etc., etc. Mais vous m'empêcherez pas de penser, par exemple, que sur ces dernières années, avec le titre de cette année qui est quand même beau, même si je reviendrai peut-être après sur les déclarations de Giannis que j'ai trouvé moyennes, le plus beau titre des années récentes, c'est celui de 2016. Mais est-ce que celui de 2016 ne réunit pas justement d'autres facteurs que l'adversité ? C'est-à-dire, clairement. 2016, c'est certes l'adversité. 2016, c'est aussi un moment charnière dans la carrière de beaucoup des joueurs cités. C'est-à-dire que LeBron James, ce sont ses deuxièmes finales avec les Cavs et la pression commence à monter pour remplir la promesse, tenir la promesse qu'il avait fait. C'est aussi celle des Warriors qui sont à 73 victoires. Le ciment de 2016, c'est pas que l'adversité. C'est pour ça, moi, 2016, c'est le meilleur contre-exemple contre l'argument. C'est vrai, mais c'est 2016 qui conditionne toutes les années suivantes. Parce que sans ce titre de LeBron James, Kevin Durant ne fait pas le choix d'aller aux Warriors. Parce qu'ils sont perdants. Et parce que il y a trop de facteurs qui font que. Mais d'ailleurs, une petite pensée pour Kevin Durant qui a l'impression d'être un éternel numéro 2 à chaque fois après le titre de Giannis. Mais bon. Mais tu vois, dans la conception de beau champion, si on exclut le futur de 2016 en l'occurrence, le sel de 2016, c'est plus que de l'adversité. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec. Pour moi, c'est une constellation de petits facteurs. Il y a l'adversité, il y a le niveau de jeu. Alors certes, il y a aussi peut-être l'adversaire en finale, parce que demain, si on a une équipe qui joue sur les 3 premiers tours des grosses équipes et qui joue personne en finale, on va dire quoi ? On va dire que c'est un beau champion, que c'est un mauvais champion. Enfin, il y a toute une série de constellations qui s'arrêtent pas juste à l'adversité. Demain, si on a des playoffs où une équipe, elle gagne 4-3, 4-3, 4-3, 4-3 dans l'adversité, mais que le niveau basket est à mourir, je pense pas que cette équipe-là sera pas pour moi un beau champion. Mais pour moi, tout champion est beau. Dès l'instant où on te tend le trophée et que tu le soulèves, c'est que tu l'as mérité. Et il n'y a pas de beau ou de moins beau champion. Il y a juste des titres qui valent plus que d'autres. Ça, excusez-moi de le penser. Pour moi, il y a des titres qui valent plus que d'autres. Là, on est dans First Take, c'est pour ça qu'on est là. Je dis pas que c'est censé compter double ou triple, mais il y a forcément des faits qui sont plus marquants que d'autres. Quand tu es à l'entrée de la saison, même si il faut aller la chercher la bague et que ces mêmes Warriors ont aussi bénéficié de circonstances favorables, parce que peut-être que si Chris Paul ne se blesse pas, dès la première année, ils vont pas au bout. Même Kawhi, c'est Kawhi la première année. Kawhi sur le pied d'être Pachulia. Les gars, ça c'est un match 1. Je trouve qu'on surcote beaucoup trop ce qui s'est passé suite à ce pied glissé de Pachulia sous la cheville de Kawhi. Ça ne restait qu'un seul match et il y en avait encore beaucoup d'autres derrière. Et je pense que si je vous avais dit que ça aurait pu finir en 4-1, vous seriez peut-être même d'accord avec moi. Comme le OKC Spurs, où les Spurs éclatent OKC au game 1 et finalement ils perdent. Par exemple. Par exemple. Mais voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Mais après, s'il y a bien quelque chose sur lequel je vous rejoins, c'est qu'il n'y a pas de champion moche. Pour moi, dès l'instant où tu as remporté ton trophée sur le terrain, tu le mérites, c'est aussi simple que ça. Après, si t'es surarmé, bravo aussi au GM. C'est ce que je te dis. Bravo à l'augmentation du salary cap pile la bonne année aussi. Ça fait encore partie de ces alignements de planète. C'est ça exactement. Être champion, c'est un alignement de planète. Et alors, il faut arrêter de soit voir la boîte, soit considérer que l'équipe a eu de la chance, ça ne vaut rien, ou considérer il le méritait, etc. La chance est un facteur. Ça, c'est toujours très dur de se le dire, les gars. La chance est un facteur dans tout ce qui se passe dans nos vies. Et bien, on va peut-être avancer parce que je les sens chauds. Donc là, ils sont bien. Là, ils sont à un point parfait. On va peut-être parler de Milwaukee parce que moi, j'ai tout de suite vu après le titre de Milwaukee. Maintenant, on a 50 podcasts. Je me dis toujours, ça va être quoi le thème après? Alors souvent quand les Warriors gagnaient, le thème après c'était la NBA est terminée, les super teams ruinent tout, blablabla. Aujourd'hui le thème c'est
Milwaukee, c'est un symbole d'espoir pour les petits marchés en NBA. C'est-à-dire que, ça nous donne l'espoir de à nouveau gagner, alors que depuis 2019 environ, on est face à un retour des places fortes que sont New York et Los Angeles. Je sens qu'on va être comme d'habitude à contre-courant. Allez, Madiane, ça fait longtemps, je vais te lancer. Alors, un motif d'espoir, ça dépend. Faut drafter une superstar qui sera dans le top 5, voire top 3 de la ligue et réussir à la garder suffisamment longtemps avec un projet pour que il y ait un alignement de planètes et que tu puisses gagner. C'est pas un motif d'espoir. Comme dit, toujours, il y a un podcast pour ça qui est très très bien fait. Je n'y étais pas, mais mes camarades ont assuré la relève. Petit marché versus gros marché. Et tu ne pourras jamais prendre au gros marché la capacité de raccourci que tu as, comme ont eu les Clippers, comme ont eu les Lakers, comme du coup les Nets peuvent avoir là où tu as une superstar qui vient dans un projet sérieux et boum, tu es catapulté vers une position de contender pour le titre. Quand tu as un petit marché, ton option, c'est d'être très fort via la draft et de réussir du coup à attirer des pièces complémentaires pour aller jouer ton titre. Ça peut arriver. Cleveland a réussi à gagner un titre ainsi. Les Bucks viennent en gagner un. Ça peut arriver, mais t'as moins cette capacité-là. Alors oui, c'est un motif d'espoir et c'est toujours possible. Et t'as l'exemple aussi des Raptors où sur une opportunité et un bon move, tu réussis aussi à prendre un titre. Mais c'est pas une généralité, honnêtement. Il y a quand même une concentration de facilité pour les gros marchés à rebondir très vite et aller chercher un titre. L'exception étant New York, mais New York c'est un bordel, donc on n'en parle pas. Ouais. À noter sur ce point-là, Giannis, donc ça a été beaucoup mis en avant. Tu l'as dit, Madiane, il n'est pas drafté dans le top 10. Des MVP des finales pas draftés dans le top 10. Le MVP des finales existe depuis 1969 et on en a eu 7. Pour vous dire 7. Alors, peut-être que l'histoire récente est un petit peu un trompe-l'œil parce qu'on a eu Giannis et Kawhi assez récemment, mais avant ça, c'était Tony Parker et avant ça, il fallait remonter à, je regarde, Joe Dumars. Et ben, on va penser à Ilias pour retrouver un MVP des finales drafté aussi bas. Donc, effectivement, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est un symbole un peu. C'est-à-dire que il faut vraiment que beaucoup de choses s'alignent et il faut surtout que ta superstar signe son 3e contrat. Alors, techniquement, Giannis l'a gagné dans son 2e. Mais des superstars draftés en dehors du top 10 qui signent leur 3e contrat dans l'équipe qui les a draftés, vous regardez le DH20, c'est très simple, il n'y a que Giannis. C'est le seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est plutôt un symbole de la marge de manœuvre qui est extrêmement ténue. Tom, je te relance là-dessus. Ouais, ben c'est clairement ça. En plus de ça, il faut que ton joueur soit de niveau MVP puisque ça s'est encore vérifié cette saison. Quand tu prends les équipes championnes NBA sur les 20-25 dernières années, les seules équipes où il n'y avait pas un joueur qui avait déjà été élu MVP, c'était les Pistons de 2004 et les Raptors. C'est tout. Sinon, toutes ces équipes-là ont MVP. Donc, du coup, il faut que tu aies un gars qui a déjà été MVP dans ton équipe. Et ça, quand tu es, entre guillemets, une franchise comme les Bucks, si tu le draftes pas ou tu le ramènes pas via trade, bah il va pas se ramener dans ton cap space, quoi. Et puis autre chose aussi, je pense qu'on peut prendre comme enseignement, c'est la notion du all-in. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors si tu veux gagner le titre NBA aujourd'hui. Tu fais all-in. Si tu veux aller loin aujourd'hui, tu fais all-in. Et c'est ce que les Bucks ont fait avec Jrue Holiday. Ils ont fait all-in, ils ont donné tous les assets qu'ils avaient encore à leur disposition. Ils ont donné des contrats longs à Middleton. Ils ont donné le quasi-max à Middleton. Ils ont bien payé aussi Brook Lopez. Ils ont fait des ajustements à la marge et ont eu pas mal de problématiques d'ailleurs en début de saison. Enfin, on se souvient tous de la signature ratée de Bogdanovic. Oui. Donc voilà, clairement, ils ont fait all-in très tôt dans le projet. Enfin, il y avait pas mal de questions sur est-ce que c'était assez.
Et au final, tu te rends compte que les équipes qui restent aux portes sont les équipes qui hésitent encore. Ou tu vois, Miami qui, cette année, a dit on essaie de gagner de garder du cap space. Dallas, on essaie de garder du cap space. Non, on donne pas de pick de draft. Voilà, le champion de l'année dernière, pareil, all-in. All-in pour Anthony Davis. Vas-y, Ilias, t'es parti. Juste pour donner peut-être un point de contexte, on parlait du podcast Petit Gros Marché. Juste pour encore une fois remettre les choses dans le contexte pour ceux qui ne l'ont pas entendu, on vous invite à aller l'écouter. La DMA, donc Designated Market Area de Milwaukee, c'est la 37e des États-Unis. Hein. Pour vous donner un titre de comparaison, Phoenix est 11e, donc Milwaukee, c'est deux fois plus petit que Phoenix. Et quand je lis les fans d'Atlanta nous dire que c'est une victoire pour les petits marchés alors qu'ils sont un des 8 plus gros marchés de la NBA avec 3 fois la DMA de Milwaukee, les bras m'en tombent. Je te laisse continuer, Madiane. Ilias, pardon. Tout à fait. Écoute, je vais rebondir sur ce que disait Tom concernant les Bucks, et c'est aussi quelque chose de transposable aux Suns, parce qu'en fait, la prise de risque pour ces marchés-là, elle est importante, voire déterminante. Il y a le facteur raccourci qui appartient au gros marché, mais par exemple, ce qui pouvait ne pas s'avérer payant, c'est-à-dire le trade pour Chris Paul pour les Suns ainsi que le trade pour Jrue Holiday pour les Bucks, il pouvait effectivement ne pas s'avérer payant face aux Lakers d'un côté ou face aux Nets de l'autre si ces deux équipes sont au complet. Mais ces facteurs-là, en tout cas ces trades-là, ont été déterminants dans les équipes qui ont été affrontés par la suite. C'est-à-dire que peut-être qu'avec un Bledsoe à la place d'un Jrue Holiday, tu passes pas les Hawks. Donc il fallait faire ce trade. Même PJ Tucker qui arrive à la trade deadline. Même PJ Tucker, et ça vaut aussi pour les Suns. C'est-à-dire que peut-être qu'avec Chris Paul, tu passes pas les Clippers même sans Kawhi. Et concernant aussi la capacité de faire all-in, même s'ils ont bazardé et balancé en l'air quasiment tout leur futur sur les 50 prochaines années, les Clippers ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait. Parce que là, quoi qu'il arrive, même si Kawhi s'est blessé assez gravement, ils sont dans une position où ils ont Paul George de sécurité, et ça reste un très très gros asset en vue de futurs potentiels échanges, et ils ont Kawhi maintenant à re-signer, et qui vont sûrement ne pas du tout prendre le risque, même si j'ai pu lire à droite et à gauche que ce serait peut-être une question. Parce que c'est franchement une question de re-signer Kawhi. Ça dépend de ton niveau de compétence en tant que GM. C'est une question si ton niveau de compétence est bas. C'est ça. Et pour aussi revenir évidemment au très très bon podcast que tu viens de recommander, ce très bon épisode, il y a aussi un facteur qui fait évidemment grimper ta cote et qui fait en sorte que ton marché qui finalement était assez petit et devient d'un coup un petit peu plus gros, c'est la présence dans les années passées d'un LeBron James dans ton équipe, même si tu t'appelles Cleveland, d'un Giannis à Milwaukee, tu vois, même si t'es les Bucks, il y a tous ces facteurs-là qui viennent rehausser, et c'est le moment de faire le all-in. Et maintenant, on regarde tous un petit peu du côté de Portland et voir qu'est-ce qui va se passer. Je trouve que ça bat en brèche, on en a déjà parlé beaucoup, mais ça bat en brèche énormément cette sacro-sainte timeline qui, vous savez, me donne de l'urticaire personnellement. Surtout les Suns, là, en l'occurrence, on parle du perdant un petit peu. D'ailleurs, je pensais à la liste que tu faisais. Elias, on peut aussi citer Saric, qui, la finale est avec Saric. Un ajout, c'est pas la même finale. Enfin, voilà, donc tous ces petits ajouts-là font une différence. Ça bat en brèche complètement l'idée de timeline, ça. C'est-à-dire que souvent, chez les équipes où il y a des jeunes joueurs, on va se dire, on va attendre qu'ils prennent du temps, etc., pour mûrir, etc. Ce qui est totalement paradoxal, parce qu'on a dit il y a 5 minutes que les joueurs, les superstars NBA ne signent pas leur 3e contrat dans la même équipe où ils ont été draftés. C'est-à-dire qu'en gros, techniquement, tu as 7 ans. T'as pas le temps d'attendre au bout de 3-4 ans que le mec mûrisse, etc. Tu n'as pas le temps. Donc, je trouve que cette question de timeline, il faut voir un peu le marché NBA avec autant de joueurs comme des opportunités. Il faut la saisir. Tu as l'occasion d'attirer Chris Paul alors que ça fait plusieurs années que tu n'as pas eu un meneur élite. Tu la prends. Tu le fais. Tu as l'occasion d'avoir un Jrue Holiday. Alors certes, c'est un move qu'on n'avait pas forcément apprécié, mais tu le fais. Juste saisir les opportunités et arrêter de réfléchir, suivez mon regard, 25 fois comme certains GM qui passent à côté de tous les joueurs NBA qui étaient tout proches de les avoir, mais qui ne les ont pas eu. Il faut saisir les occasions parfois. Ça me fait aussi penser, les gars, je vous relance après, encore une de mes théories, pas toujours très inspirée, mais je pense qu'avoir une superstar étrangère reste un atout. Parce que
tu n'as pas cet appel de la maison. Enfin, si Giannis a un appel de la maison, il quitte la NBA. C'est-à-dire que tu n'as pas cet appel qui est fondamental dans le choix d'un LeBron James en 2016, alors c'est de son ancienne franchise, etc., qui est fondamental dans le choix d'un Kawhi Leonard quand il t'explique retourner aux Clippers. C'est un aspect, on peut citer un Paul George également, on peut citer Russell Westbrook, ça ne s'est jamais fait, mais c'est un avantage dont on avait parlé dans l'épisode Petit Gros Marché, le fait que la plupart des joueurs viennent des mêmes régions, Texas, Californie, un peu la région New York, Philadelphie, etc., tu n'as pas cette problématique-là avec un Dirk Nowitzki. Tu l'as pas avec un Giannis. Surtout, quand tu regardes, Giannis, il vient d'Athènes. Athènes, c'est pas Paris et Londres, les gars. J'ai regardé. Athènes, c'est 3 millions. Au niveau de Milwaukee, on est à 1,5. Vous voyez, on passe pas d'un joueur qui a vécu toute sa vie à Beverly Hills. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vécu à Beverly Hills et qui se retrouvent dans le fin fond du Wisconsin. C'est une problématique qui, je trouve, est intéressante et peut expliquer pourquoi, beaucoup des joueurs qui sont montés en exemple, comme des joueurs qui restent, sont des joueurs européens ou en tout cas non américains. Je suis un petit peu moins d'accord avec le cas de Giannis parce que il faut aussi se reporter au début de la saison et avant sa signature du contrat Supermax. C'est quand même quelqu'un qui s'est posé la question. C'était pas aussi évident qui prolonge et il y a quand même des questions qui ont été soulevées. Et il y a quelque chose qui va même au-delà, selon moi, pour tous ces joueurs, qu'ils soient américains ou non américains, c'est l'acquisition du titre. Faut qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir gagner un titre et au bout d'un moment, le temps se fait pressant. L'histoire a joué en faveur de Giannis et aujourd'hui, effectivement, il peut, selon moi, faire le malin et dire que voilà, il a joué la carte de On est d'accord. Ouais, voilà. Démagogie. D'accord. Voilà, l'histoire va dans son sens et mais regarde un mec comme Lillard. Aujourd'hui, les choix de Milwaukee sont avérés payants, mais Lillard c'est quelqu'un de très de très confiant, enfin de très attaché à sa franchise depuis sa saison rookie. Et lui, il a pas dans l'idée de partir, mais au bout d'un moment, quand tu vois que tu es en train de bûcher année après année et de voir finalement que ton équipe elle est pas à la hauteur pour pouvoir aller gagner ce pourquoi tu travailles, ce pourquoi tu t'investis et tu t'entraînes tous les jours, eh bien la question peut commencer à se soulever. Donc tu commences à mettre la pression et là ta franchise s'active. Mais concrètement, si Giannis ne gagne pas ce titre et les 2-3 suivants, comment ça se passe? Est-ce qu'à un moment il va pas se poser la question? Pour moi, il n'y a qu'une seule exception dans tout ce lot, excuse-moi et je te rends la parole, c'est Dirk Nowitzki. C'est le seul. Pour moi, c'est le seul parce que c'est celui qui, à plusieurs reprises, a eu l'opportunité de partir et qui finalement n'a jamais filtré quoi que ce soit dans ce sens-là. Même un mec comme Kobe qui a pourtant 3 titres avec les Lakers, au bout d'un moment, quand ça gagne pas, aussi attaché qu'il le soit à la ville de Los Angeles, c'est quelqu'un qui demande son trade pour Chicago. Ouais. Alors, je vais redonner la parole à Madiane et Tom. Je préciserai juste, pour moi, c'est juste un facteur. Bien évidemment, la compétitivité reste le facteur numéro 1, mais je pense que c'est un facteur qui explique parce que il y a trop de récurrence des joueurs qui ne sont pas américains qui restent fidèles pour que ça soit une coïncidence en fait. Il y a un truc qui dépasse ça. Madiane, Tom, je sais pas qui lancer là, c'est un podcast, je commence vraiment à fatiguer. Madiane, je vais te lancer. Qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça, sur le all-in, Milwaukee, Giannis, le discours de Giannis, je pense qu'on est tous d'accord, qui est extrêmement démago et très démago. Extrêmement démago. Moi, ça m'a fatigué. Qu'est-ce que tu en penses, Madiane? Clairement, je suis d'accord avec ce qui a été énoncé. Moi, si je peux me permettre un ajout, parce que Ilias a été très complet, c'est notamment une situation qui m'intéresse énormément, celle d'un petit génie slovène du côté de Dallas, parce que là, on parle d'un joueur européen, avec des choix de franchise, effectivement, où bon, le all-in n'est pas encore présent, et justement, est-ce qu'il n'y a pas des regrets à se faire? Parce qu'il y avait peut-être une fenêtre avec un meilleur supporting cast, etc. On ne sait jamais. Hein. Et comme dit, moi je pense que du côté des Mavericks, il faut se poser les bonnes questions sur est-ce que, en fait, quand un joueur aussi fort, aussitôt, peu importe le moment, comme l'a dit Ben, il faut pas se lancer parce que si tu n'es pas en position de jouer le titre, tu te mets à risque et tu peux risquer le fait que ta superstar s'en aille. LeBron James, tout aussi attaché à Cleveland qu'il était, les conneries du front office ont fini par l'exaspérer.
Clairement, il y a eu des bêtises qui ont été faites et ça a joué. Si LeBron James, il se dit au moment de The Decision, non mais l'an prochain, il y a moyen qu'on gagne ce titre, peut-être qu'il ne part pas. Ou en tout cas, s'il a plus de garanties sportives sur ce qu'il y a autour de lui, peut-être qu'il ne part pas. Et c'est vraiment important pour les superstars de leur apporter du sérieux, de la stabilité et des garanties sportives à tout instant, parce que sinon, c'est comme Anthony Davis au Pélican. Trop de conneries avant et pas de chance après. Du coup, Anthony Davis demande son trade. Il y a aussi ce facteur-là qui est extrêmement important. Tom, je te laisse le dernier mot sur ça avant qu'on finisse l'épisode en parlant un petit peu de l'avènement de la nouvelle génération. Assez d'accord avec ce que vous avez dit, de toute façon, avec Madiane et aussi Ilias. Simplement, ce que j'aurais à rajouter, c'est que en fait, c'est vraiment plus facile de le dire après, en fait, qu'avant et de l'assumer avant, en fait. Et c'est là où je trouve que le discours de Giannis, ok, c'est très beau, ok, c'est représentatif, c'est très vendeur, et puis ça fait un peu utopique. Je me suis battu, voilà, j'ai essuyé les échecs, j'ai pas demandé de transfert et tout ça. D'ailleurs, excuse-moi Tom, mais il se couvre. Ouais. C'est-à-dire, il prépare déjà en fait l'après en disant oh, et si j'en gagne pas dans les 4-5 années à venir, eh bien ça me va très bien comme ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça du coup ça peut pas remettre en question du coup la flamme, tu vois? T'en as qui te disent ouais, on va en gagner un autre, Est-ce que ça peut pas remettre, tu vois, déjà avec ce discours-là, par rapport à ce qu'on veut entendre entre guillemets des joueurs du calibre entre guillemets double MVP et tout ça. Enfin, le fait de se dire c'est pas grave si, est-ce que c'est pas partir un peu défaitiste déjà? Est-ce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a réalisé aussi? Tu vois, si tu fais le bilan de ce qu'on a dit, on a dit, en gros, cette équipe-là n'est pas construite pour gagner le titre, en fait. Pas vraiment. Non, je pense qu'il est plutôt conscient des circonstances aussi qui l'ont mené à ce titre, parce qu'il sait pertinemment qu'il a dû affronter des Nets privés de leur deuxième et troisième meilleur joueur, parce que ça compte pas à la fin de série de Harden. Il faisait de la présence, il pointait le mec. Le plot. Voilà. Franchement, c'était abusé. Et il se dit, au moment en fait où il dit ça, il se dit l'année prochaine potentiel renfort aux Sixers. Il se dit Harden, KD et Kyrie sur pied qui vont vouloir nous défoncer, nous montrer que c'est eux les meilleurs. Il y a énormément de choses qui font que c'est aussi une manière de se couvrir. Mais bravo à Giannis parce que c'est un très bon communicant et je prédis pourquoi pas sa présidence en Grèce d'ici quelques années. C'est bonne chance parce que c'est un petit peu instable la Grèce à ce niveau-là. Petite référence politique. Ouais, mais il a donné un titre à Milwaukee donc. Ouais, c'est vrai. On va peut-être partir sur le dernier point de notre dernière leçon, c'est la prise de pouvoir. Peut-être en tout cas l'avènement d'une nouvelle génération. Là, je vais un petit peu couper l'ordre sur lequel j'étais. Je vais te donner la parole, Tom, parce que c'est toi qui as proposé ce point-là. J'aimerais bien t'entendre parce que moi, on en a parlé avant de commencer à enregistrer. Je suis pas forcément d'accord. Donc, qu'est-ce que t'en dis? En fait, moi, j'ai trouvé que les joueurs qui ont été entre guillemets néophytes sur ces playoffs, mis à part peut-être Julius Randle, ont tous été extrêmement bons. Et dans le côté changement, les mecs sont morts de rire. Dans le côté changement, c'est surtout par rapport au fait que, tu vois, le fait que des équipes comme peut-être Orlando, qui était plutôt en bas de cycle et en fin de cycle, et qui avait ou même Indiana, ou qui avait des All-Stars entre guillemets borderline, sont remplacés entre guillemets dans l'échiquier de la ligue par des potentiels superstars qui commencent à vraiment crever l'écran, et des joueurs legit du DH20 quoi. Quand tu vois par exemple la campagne de playoff de Luka Doncic, ok, ça a été qu'un seul tour, mais enfin, je sais pas si une autre équipe que les Clippers aurait pu se forcer en Luka Doncic comme ça, tu vois. Par exemple, quand tu vois Trae Young, ce qu'il a prouvé cette saison, quand tu vois les playoffs de Ja Morant, quand tu vois les playoffs aussi de DeAndre Ayton et de Mikal Bridges, il y avait peut-être quelques interrogations en début de saison les concernant. Là, ils ont totalement répondu sur le fait qu'ils étaient des joueurs viables en playoff. Devin Booker aussi, qui est exceptionnel, qu'on voyait plus essentiellement dans un rôle de scoreur, mais il a montré que dans son niveau de scoring, qui pouvait élever son niveau au fur et à mesure que les tours de playoff avançaient. Donc, clairement, moi, je trouve... Et Donovan Mitchell aussi. Donovan Mitchell, il a été exceptionnel. Donc, tous ces gars-là qui sont, entre guillemets, des joueurs qui sont encore sur leur
premiers qui vont rentrer dans leur deuxième contrat, ben, je trouve qu'ils toquent très fort à la porte et comparé à tous les anciens qui sont déjà là, ok, qui sont présents et qui, entre guillemets, qui sont encore au sommet de la ligue, mais tu vois, il n'y a pas un vide intersidéral après ces gars-là, quoi. Est-ce que, et là je vais vous lancer, Madiane et Elias, moi j'avais un problème avec ce thème-là parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la Madeleine de Proust, c'est-à-dire tous les ans on peut mettre en avant la prise de pouvoir d'une nouvelle génération. Tu vois, l'année dernière on pouvait défendre Luka Doncic qui fait ses premiers playoffs à l'époque, Donovan Mitchell qui fait ses premiers playoffs en vraie première option dominante d'une équipe qui arrive avec de telles ambitions. On pouvait parler de Jokic avec le duo avec Murray qui arrive en finale de conf. Enfin, en fait, pour moi, ça, je suis d'accord sur peut-être une émergence d'une nouvelle génération, mais pour moi, c'est un phénomène sur le temps long que je vais inscrire peut-être dès le début, paradoxalement, encore une fois, peut-être 2019 où il y a cette association et bizarrement, il y a certaines têtes qui vont émerger. Puis j'ai aussi un peu de mal ça mêle beaucoup de joueurs qui sont pas en fait tellement de la même génération. On va pas faire un débat pour se dire où on limite les générations, mais tu vois, si tu prends les extrêmes de Jokic à Embiid à Ja Morant, il y a 4-5 ans déjà, donc ça fait un paquet d'années. Puis cerise sur le gâteau, on dit ça, mais les favoris pour l'année prochaine sont les équipes avec les joueurs en troisième contrat. Et le DH20, je nous connais tous, dans notre top 7-8, il n'y aura pas un des joueurs qu'on a cités, peut-être bien sûr à l'exception de Giannis. Madiane, je te vois un petit peu sourire dans la pénombre que devient ta caméra, qu'est-ce que tu en penses? Justement, c'est ce que j'allais dire, Ben, c'est que dans le top 10 du DH20, ok, il y a Doncic. C'est pas un énorme spoiler que de dire que Luka Doncic va faire son entrée dans le top 10. Peut-être plus haut. Il y a Giannis, ok. Il y a peut-être Jokic. Et alors? Enfin, c'est top 10, hein. On parle même pas du top 5. C'est compliqué en fait. C'est-à-dire que oui, ils se sont montrés, oui, ils se sont révélés, mais finalement, est-ce que, limite par essence, le DH20, il y a très souvent en fait ces jeunes joueurs dans les queues de comète du top 20, on les met 17, 18, on les mettait déjà là. Alors ok, ils sont peut-être maintenant plus 12, 13, mais désolé, hein, mais avec tout le monde en santé ou de l'adversité, j'arrive pas à placer Trae Young non plus énormément haut. Et quand je vais faire mon DH20, est-ce que je mets Trae Young devant Paul George? Au vu de la fin de série. On garde ça, Madeleine. Ça, on garde. C'est des questions, mais c'est des questions. Mais vous voyez, la performance de Paul George, avec l'historique, etc., ben, en fait, Paul George a beaucoup plus cimenté sa position que d'autres. Donc finalement, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une passation. Il y avait une absence temporaire de certaines ressources. Et cette absence temporaire de ces ressources-là, c'est compensé. On a plus vu des joueurs d'un deuxième rang. Mais si les joueurs du premier rang étaient là, bah, c'est ce qu'on voit à Vegas. Finalement, on les remet directement en favoris. On n'est pas en train de se dire que les Hawks referont une finale de conf. Ce serait en tout cas étonnant. J'aime bien, j'adore quand on parle de Vegas, Madiane. Je vais donner la parole à Elias après, mais quand on regarde, moi j'ai regardé un truc qui prouve bien que, alors là c'est collectif, mais on est toujours dans la même gamme d'équipes, hein. On regarde les favoris après le titre des Lakers l'année dernière et les favoris aujourd'hui pour la saison d'après. C'est les mêmes équipes. Ce sont les mêmes équipes, c'est-à-dire que, à part Phoenix qui se glisse, et encore Phoenix se glisse 5e, l'année dernière on avait Boston, les 5 autres du top 6, ce sont les mêmes. Nets, Lakers, Bucks, Clippers, Warriors, ce sont les mêmes. On va pas disserter, Warriors, bon, mettez pas votre argent sur eux, mais en tout cas, on a toujours les mêmes équipes. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, Elias, l'émergence d'une nouvelle génération? Pas vraiment, non. Pour moi, il n'y a qu'un seul bouleversement parce que justement, il y a un joueur, selon moi, générationnel qui va venir un peu bousculer l'ordre établi, des joueurs qui sont déjà en place depuis pas mal de temps. Il y a la seule exception, elle s'appelle Luka Doncic. Pour moi, c'est le seul joueur que j'arrive à identifier comme étant vraiment très au-dessus des autres et proche de ceux qu'on cite. Après, pour ce qui est des autres, je pense qu'ils sont quand même encore loin, qu'ils n'ont pas forcément donné leur plénitude et que c'est peut-être même pas un débat qu'on pourrait réouvrir l'année prochaine. Je pense que les anciens, entre guillemets, comme on les mentionne, sont encore suffisamment bien installés, mais dans tout ça, je sais pas si c'est dans le sujet ou en tout cas si c'est en périphérie, mais
je vais commencer en tout cas aussi, en vue de spoiler un petit peu notre DH20, je vais commencer en fait à mettre le facteur non pas blessure, mais résistance aux blessures comme étant un facteur déterminant pour juger certains joueurs. Parce que LeBron commence à se blesser, mais ce qui a fait sa longévité et on va dire la manière dont il a pu asseoir en fait sa domination sur la ligue, c'est clairement la longévité, en plus du fait qu'il soit ultra fort. Un mec comme Giannis ne se blesse jamais. Et c'est aussi la raison pour laquelle peut-être, on verra dans notre fameux DH20, mais peut-être que je vais lui donner la primeur par rapport à d'autres joueurs qui sont peut-être plus talentueux, plus forts en attaque, etc. Et il y a la jeunesse aussi qui viendra primer pour Luka et le fait qu'il soit incroyablement dominant, parce que faut arrêter de croire que ce qui a été fait l'année dernière et cette année lors des premiers tours face 2 fois aux Clippers, c'est quelque chose de normal. C'est tout sauf normal. Je vais rebondir là-dessus. C'est vrai, sur notre fameux DH20, Giannis, même quand il se blesse, il rate pas de match en fait. Donc, tu vois. Donc, et moi, j'ai que LeBron dans ce cas-là. C'est-à-dire 2 mecs qui sont capables en fait de se plier la cheville, littéralement, ou le genou. Les mecs qui vont faire un tour sur le banc ou au vestiaire, ils reviennent et ils courent. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Et on va peut-être, Tom, je te laisserai le dernier mot sur ça. En fait, je pense que pour résumer, ces joueurs-là ont montré des choses en play-off, mais moi, quand tu m'as proposé ça, j'ai fait un truc, c'est que j'ai été réécouter le DH20, et en particulier la partie sur Devin Booker. Je me suis dit, il est rentré, qu'est-ce qu'on a dit ? En gros, on a dit, très fort joueur, on attend juste les play-offs, mais on va être probablement validé dans dans le fait que c'est un joueur du top 20. Alors, en marquer 2 fois 40 en finale NBA avec les shoots qu'il met, c'est incroyable. Mais en soi, je suis pas sûr que demain, c'est pas demain, métaphoriquement, quand on va livrer le DH20, je suis pas sûr qu'il gagne 5 places. Je pense juste qu'on a la confirmation du talent de ces jeunes joueurs-là, mais quant à l'émergence, comme a dit Elias, il y a trop de clients en haut pour venir boxer avec ces joueurs-là, tout simplement. Autre chose aussi, tu sais, c'est aussi une manière, on aime beaucoup justement ces débats-là aux États-Unis dans les first take et autres conneries de ce genre. Il suffit en fait d'être prisonnier de l'instant et du moment pour pouvoir en fait faire basculer un joueur de rien à tout ou l'inverse. Pour moi, c'est quand même quelque chose, tu vois, pour Giannis, ça se fait en plusieurs étapes et sur un certain run. Ça peut pas se faire, selon moi, d'une année à l'autre. Tout comme, par exemple, quand on disait que entre 2016 et 2017, ça y est, soudainement Kevin Durant était devenu le meilleur joueur du monde parce qu'il avait gagné le titre. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Vas-y, Tom. Globalement, je suis assez d'accord avec vous quand même, mais le point sur lequel moi j'aimerais insister, c'est la notion de cassure avec d'autres joueurs de la génération entre guillemets. Tu vois, par exemple, tu penses à qui? Russell Westbrook. Ouais, voilà, c'est ça. Des noms peut-être. Ouais. Tu vois, Russell Westbrook ou Bradley Beal. Tu vois, je pense que, quand tu prends la génération, parce que les gars dont je vous ai parlé, j'ai même pas mentionné, tu vois, Jason Tatum, tu vois, ces gars-là, ce sont des gars qui sont encore dans leur contrat rookie. Enfin, ça n'existe pas des joueurs dans leur contrat rookie qui sont aussi forts. Est-ce que c'est pas que ça n'existait plus? C'est peut-être ça. C'est peut-être que ça n'existait plus. C'est peut-être parce qu'on a eu une sclérose. On vous avoue que nous, quand on a fait le DH20, à un moment, je me suis posé une question. Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de le faire tous les ans? Parce que j'avais l'impression que le top 20, c'était de la nuance à arriver à un moment. Peut-être qu'on est revenu à une époque normale où c'est assez fluide, peut-être à part le haut, mais c'est fluide entre 8 et 20, quoi. Après, il y a certaines choses qui vont varier en fonction des sensibilités de chacun et des choses des qualités que chacun vont valoriser. Alors oui, autant tu as le tiers entre guillemets des éléphants, les mecs qui sont 10 fois All-NBA, 14 fois All-Star. Après tu as le tiers entre guillemets où avec les jeunes superstars avec tu vois les Embiid, les Jokic qui sont à peu près dans le même lot, tu vois. Mais après, tu as les mecs sous contrat rookie, tu vois, les Zion, ça n'existe pas des mecs comme ça, en fait. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il serait très intéressant lors du DH20 à voir sur combien d'épisodes on pourrait lisser ça, mais aussi de voir un peu les joueurs qu'on va laisser à la porte du DH20. Et je pense que la liste, elle serait incroyable. On vit à une époque où, honnêtement, en termes de qualité de joueur sur la longueur, si tu prends de 1 à 40,
on est vraiment sur du caviar. Parce que, je sais pas, est-ce qu'à l'heure actuelle, des joueurs comme Towns, Westbrook, Jrue Holiday, Chris Middleton, Towns, etc., est-ce que Bam Adebayo, Lavine, est-ce que tout ça, c'est des joueurs qui sont pas hors top 20, par exemple? Certainement. On va pas citer, mais ouais, il y en a un paquet là. Ouais, vas-y, Madiane. J'ai une pré-liste. Moi, j'ai fait ma présélection de 33 joueurs. 33 pour commencer à décider. On va se régaler alors. Moi, je vous l'avoue que je l'ai un peu fait tout au long de l'année, je l'ai un peu modulé. Et pour éviter un facteur dont je vais parler, dont tu as parlé, Ilias, et il y a des mecs qui sont entrés à un moment 17, 18 et qui, au fil de l'année, descendent 30 et quelques. Et il y a un facteur super important, tu as dit le moment. Alors, on en parle souvent de ça, mais pour moi, il n'y a pas de meilleure illustration que ce qu'on a vécu pendant les playoffs. Je me suis amusé à un petit jeu. Tous les 10 jours, je demandais aux gens « Hey, ça, c'est le DH20, vous faites quoi? Vous descendez qui, etc. » Paul George, à un moment, unanime. Il faut le descendre, c'est pas possible. Ouais. Il soit dans le top 20, c'est un scandale. Il fait ces matchs-là où, sur une jambe, il met des 3 points à 10 mètres contre Booker et n'importe quoi. Pas une personne le sortait du top 20. Donc, c'est pour ça, c'est un classement sur l'instant. Mais contrairement, je pense aux The Ringer aux États-Unis, je trouve ça plus intéressant de le faire à tête posée 4, 5 semaines après les finales NBA, de se dire ok, il s'est passé ça, maintenant comment on va essayer d'un petit peu de faire peser ça ou ça, mais éviter de le faire dans le moment, parce que oui, aujourd'hui, j'ai vu un article de Sports Illustrated, est-ce que Giannis est le meilleur joueur du monde? On va laisser la question en suspens, mais je pense qu'on est tous d'accord pour peut-être dire non. J'ai lu est-ce que Jrue Holiday est un meilleur joueur que Kyrie Irving? donc voilà, on est... Encore une fois, l'instant. Sur la longévité blessure, je me demande si je préférerais pas au net avoir Jrue Holiday. Tu blasphèmes, Madiane. Mais en l'occurrence, voilà. Au moins, il joue les playoffs. Vous voyez qu'on est très excité par le DH20 et qu'on va faire... Tu parlais du nombre d'épisodes, Ilias, je pense que ça va se compter en centaines à ce niveau-là, vu qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de trucs à dire. Je vous avais pas préparé pour ça, les gars, mais un dernier truc à dire sur ces finales. On est parti un petit peu dans tous les sens. Alors, je sais pas, une dernière petite chose à dire. Lequel est le plus inspiré? Lequel a vraiment un truc à dire, là? Je vous avais pas préparé. Moi, c'est juste pour revenir au titre des Bucks. Pour moi, c'est le titre de la longévité. C'est-à-dire moi, je pensais qu'ils battraient les Nets, que s'ils battaient les Nets, ce serait sur une longue série. Et justement, je trouvais que ce champion est un champion de longue série qui va t'avoir à l'usure et en se battant systématiquement. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au fur et à mesure des matchs, on a senti les Suns de plus en plus usés par cette équipe des Bucks. Est-ce que c'est pas aussi la marque de fabrique des champions récemment? Les Raptors avaient un petit peu ce côté-là. Les Lakers l'avaient, où ils étaient... On en a beaucoup parlé pendant la série l'année dernière. Ils ont tué le hit sur l'intensité physique, etc. Tom, Ilias, quelque chose d'autre à rajouter sur ces finales? C'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif, mais... Belle validation du coup de tous les joueurs du côté Bucks. Tu vois, PJ Tucker que j'ai longtemps comparé, tu vois, au DeRozan de la défense, tu vois, où le gars, au final, on te dit c'est un gros défenseur, et au final, quand tu arrives en playoff, il se prend 40 points, 35 points sur la tronche et tout ça. Donc là, c'est une belle beau run pour lui. Il a commencé la saison en train de bouder, voir tous ses camarades partir ailleurs, et lui, il est resté là. Donc du coup, content pour lui, content pour Brook Lopez, Jrue Holiday. Il s'amuse très bien à la parade en ce moment, PJ Tucker. Hein. Les images sont incroyables. J'ai vu les images. Non. Donc c'est très bien. Et puis il faut saluer aussi le parcours des Suns qui est quand même incroyable. Alors oui, Alan était probablement un précurseur, enfin le joueur qui les a, enfin la personne qui les avait le joueur haut, carrément. On m'avait pas prévenu. Ouais. La personne qui les avait le plus haut dans l'équipe, et force est de constater que c'est une équipe qui a montré énormément de bonnes choses, un vraiment collectif très huilé. Je pense que les Suns, c'est l'équipe qui avait le plus haut plancher de toutes les équipes de la ligue cette saison, et ils se sont fait battre parce qu'ils n'avaient pas de solution face à Giannis. Et dernière chose, content aussi pour Green, qui devient le coach des Pelicans, du coup, qui aura une opportunité là-bas et qui va quitter le coaching staff des Suns. Tu vas pas me parler de Kate Cunningham, Ilias. Qu'est-ce que tu me parles, toi? On aurait pu, hein, tu sais. Moi, je suis encore un peu disponible là si tu veux en parler. Non, moi j'ai un carton jaune là. C'est quoi cette hystérie autour de Brandon Jennings?
C'est vrai. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça. Autant j'aime le storytelling, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Je tiens à rappeler quand même que c'est un très bref passage. Brandon Jennings, c'est lui qui a ramené Chris Middleton. Hein. C'est ça. Et je vous rappelle que là, il fait le mec attaché à Milwaukee, mais quand il signe chez nous à Détroit, je me rappelle qu'il était en train de nous poster sur son compte Instagram et Twitter des photos de lui enfant avec le maillot des Bad Boys. Au bout d'un moment, faut choisir son camp, Brandon. Bah, bien sûr. Le mec, il était à la parade. Hein. Ouais, il avait une place de choix en plus dans la parade. Hein. Je sais pas, il est passé par les cuisines, il s'est trouvé là et hop, il est rentré. Incroyable. C'est vrai. Moi aussi, je l'ai pas vu venir la hype Brandon Jennings qui sort de nulle part, mais nulle part. Ça fait genre c'est pas un ambassadeur de l'équipe. Le mec, il est arrivé, il a vu la lumière. Non, mais en plus on parle de passation, de création de culture qui est en fait reprise par Giannis pour l'élever à un certain rang. Bref. Alors que la culture, c'était Monta Ellis et Brandon Jennings. Enfin, franchement, au niveau culture. C'est Andrew Bogut, c'est Ersan Ilyasova. Ben, bref. Bah, alors moi, ma conclusion, elle sera un petit peu bisounours, mais moi, c'est pour remercier tous les gens qui nous ont écoutés, du coup, pendant... Alors, la saison est pas tellement terminée, mais on marque toujours ça, donc merci de votre fidélité, voilà. Ça a été une saison, on l'a dit, ça a été un peu la traversée d'un long tunnel entre octobre, et même plus, en fait, juillet, j'ai dit octobre au début, mais non, juillet, août, reprise, quasiment pas de pause. On sait que ça a un peu coïncidé avec une période assez difficile dans la vie de tout le monde à cause forcément de la pandémie. Donc, on vous remercie de votre fidélité, vraiment. Je remercie l'équipe comme d'habitude et merci de nous suivre toujours autant, de nous donner de la force. Et on va revenir très vite, parce qu'on est là dès dimanche pour parler de draft. Oui, personne n'est parfait. Du coup, et il est content. Et Ilias montre sa casquette. J'ai jamais vu Ilias comme ça, content comme ça en combien d'années de il est tout content. Du coup, voilà, un gros merci de nous avoir suivis cette saison. On ne part pas, hein, on vous rassure. Un gros bravo aux Bucks parce que voilà, c'était une belle finale, il faut aussi le rappeler. Si vous nous avez découvert aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas été effrayés par ce débat qui parfois partait un peu dans tous les sens. On vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, que ce soit Apple Podcast, 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci sur Apple Podcast. De retour. Spotify, YouTube. Messieurs, je vais dormir enfin. Voilà, le montage et tout, je vais dormir. Il y a les JO, hein. Ah ouais, il y a les JO. Ouais. Après, les JO, vous allez découvrir, les gars, l'horaire de l'Asie de l'Est. C'est horrible. Parce qu'on dit, ouais, mais la NBA, c'est chiant. Quand tu dois te réveiller et que tu n'as pas de possibilité de te rendormir après, c'est extrêmement vicieux. Vous allez le découvrir. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Et nous, on se retrouve très, très vite. Salut. Salut. Salut.